si vous prenez des protéines en début de repas, alors que paradoxalement on le prend souvent après l'heure d'œuvre, eh ben vous aurez un effet satiété plus important. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez et que vous êtes à table. Aujourd'hui, partage de connaissances. Et vous savez que quand je dis partage de connaissances, c'est que le docteur Réginald Lalouche est avec nous. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Je vous présente. Comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va, ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Vous avez entendu les voix qui vous ont appelé. Oui. Docteur Alouche, docteur Alouche. Oui, c'est ça, docteur j'ai Alouche, entendu. entendu. Et j'entends des voix maintenant. Voilà, maintenant, et vous êtes revenu à notre appel. Et vous n'avez pas changé d'auteur, hein, parce que vous avez des vannes un peu pourries en début, comme ça, en ce moment. Merci de balancer, non, je sais, Philippe. Oui. La mienne était encore plus pourrie avant, oui. mais la mienne a été pas mal. Ouais, était pas mal. Mais j'aime bien les galéjades, les jeux de mots. À galéjade. Oui, les galéjades, ça c'est macroniste un peu comme mot, ça. Non, pas du tout. C'est surannée. Galéjade, c'est surannée, c'est 1890. Oui. J'espère que vous ne serez pas du tout suranné aujourd'hui, docteur Alouche. On va essayer. Je rappelle que vous êtes un ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, que vous êtes auteur de la méthode Hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Votre éditeur, c'est Albin Michel, en attendant vos nouvelles œuvres. Voilà, parce que je viens de terminer mon nouveau livre qui devrait paraître dans quelques mois. C'est vrai ? Bon, voilà. On n'en parle pas tout de suite. On en parlera quand il sortira. Voilà. On va parler des protéines ce matin et notamment de l'intérêt des protéines dans la gestion du prédiabète, du diabète et de la perte de poids. De quoi parle-t-on quand on parle de protéines ? Est-ce que toutes les protéines sont équivalentes, docteur Alouche ? Alors, toutes les protéines ne sont pas équivalentes, mais je crois qu'il faut quand même définir ce qu'est une protéine, en fait. Une protéine, c'est, au fond, sur votre peau, vous avez des protéines. Ce sont des chaînes de molécules. Alors, vous pouvez avoir des petites chaînes, des grandes chaînes. Et vous pouvez avoir, elles sont constituées par des briques de base qu'on appelle des acides aminés. En fait, les protéines, elles sont absolument indispensables pour la vie. Voilà, on ne peut pas vivre sans protéines. Donc, parce qu'elles font... moi, je crois qu'on les mangeait, les protéines. On les mange, oui. Mais après, votre organisme, votre tube digestif, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transformer, il va découper les petites briques, le foie particulièrement, puisque c'est lui qui s'en occupe, et il va faire des membranes, il va faire des anticorps, il va faire des hormones, il va faire plein de choses. Et donc, les briques de base, il y en a à peu près 20, c'est ce qu'on appelle les acides aminés. Et en fait, ces acides aminés... Alors, ce qu'on appelle les acides aminés, pardon de vous couper, c'est essentiel. Ah non, alors il y en a 8 essentiels parmi ces 20. Et ces 8 essentiels, en fait, pourquoi on les appelle essentiels ? Tout bêtement parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, comme diraient les Belges, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recycler nos protéines pour, si on en a besoin, on n'a pas de stock. Il faut que ce soit l'alimentation qui nous les apporte, et c'est pour ça d'ailleurs que l'homme, quand il était chasseur-cueilleur, il passait son temps à chasser parce qu'il lui fallait des protéines. S'il n'avait pas de protéines, parce qu'en plus, il y a une caractéristique de ces protéines, c'est qu'on ne les stocke pas. Donc comme on les stocke pas, c'est pas comme le gras. C'est pas comme le gras. Le gras, on peut le stocker. C'est d'ailleurs fait pour. C'est probablement l'énergie la mieux stockée de votre organisme. C'est pas le sucre, c'est le gras, puisque vous savez que quand vous mangez beaucoup de sucre, l'organisme va les stocker sous forme de gras. C'est la meilleure façon de stocker, c'est le gras. Mais ça stocke le sucre. Ça stocke aussi le gras, mais ça stocke pas les protéines. Donc les protéines. Mais qu'est-ce qu'on en fait des protéines, donc si on ne les stocke pas ? Lorsqu'on avale des protéines, eh bien, vous en avez une partie qui va donc les protéines vont être découpées dans votre tube digestif. Le foie va ensuite les assembler. Il va faire des membranes, il va faire des anticorps, il va faire des hormones. Et ensuite, elles vont être distribuées dans les organes pour pouvoir justement fabriquer votre peau, vos matrices, vos hormones, et ainsi de suite. Donc, et celles qui ne sont pas utilisées, eh bien, seront rejetées ou parfois un petit peu recyclées, mais il y en a très très peu qui sont recyclées. C'est-à-dire qu'on les élimine alors, c'est ça ? On les élimine, oui, on les élimine. Et puis il y en a très peu, on peut en recycler. Il y a une toute petite partie qui peut être stockée sous forme de gras, mais c'est vraiment infinitésimal. Donc en fait, la protéine, c'est nécessaire. On est obligé de chasser pour manger des protéines. Alors après, l'homme s'est sédentarisé. Il a fait des céréales. Et dans les céréales, il y a des protéines. Mais les protéines issues des végétaux n'ont pas la même valeur nutritionnelle que les protéines animales. Parce qu'il y a protéines et protéines, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors peut-être que je vais dire une énormité, docteur Alouche, mais j'ai lu que l'insuline était une protéine. Oui, absolument, oui.
Ah bon? Et c'est la première fois que je découvrais ça, parce que j'ai toujours cru que c'était une hormone. Oui, c'est une hormone, mais une hormone, en fait, pourquoi on l'appelle hormone? Parce qu'elle va avoir une action sur des organes. Elle va donner un ordre. Une hormone, c'est un sous-officier qui va venir voir le soldat et lui dire « vas-y ». C'est tout, c'est ça une hormone. Mais l'hormone elle-même, c'est une protéine. Donc vous pouvez avoir des protéines, par exemple, avec 2 acides aminés, ce qu'on appelle un dipeptide, parce que peptide, protéine, c'est la même chose. Et puis vous allez avoir des protéines avec 1 million d'acides aminés, qui sont d'énormes chaînes. C'est-à-dire que les acides aminés sont des protéines? Non, les acides aminés, c'est la brique de base. La protéine, c'est le mur. Si vous avez des briques, quand vous faites des briques, vous faites un mur, le mur, c'est la protéine, et la brique de base, c'est l'acide aminé. Alors, vous pouvez avoir des briques rouges, des briques vertes, des briques bleues, des briques... Voilà. D'accord. Alors, par exemple, comme acide aminé essentiel, il y a le fameux tryptophane qui commence à devenir très, très connu. Les autres ont des noms un peu barbares. Un peu barbares, ouais. Il y a enfin, je les connais pas plus tous complètement parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que... Je parle du tryptophane parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un regain de popularité du tryptophane. Oui, parce que le tryptophane, il est très utilisé. Il est très utile pour la satiété, par exemple, pour faire les hormones de satiété, pour faire des hormones comme la sérotonine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à base de tryptophane. Le problème, c'est que quand vous l'avalez, le tryptophane, encore faut-il que vous puissiez l'utiliser, parce que quand il va dans l'estomac, il y a une très forte acidité dans l'estomac et il risque d'être détruit. C'est pour ça que quand on vous dit prenez beaucoup de tryptophane, il faut peut-être prendre des précurseurs du tryptophane, il faut parfois prendre du zinc, par exemple, pour stimuler certaines hormones. Si vous prenez par exemple une hormone sexuelle, si vous l'avalez par la bouche, vous allez la brûler dans l'estomac, donc vous n'aurez pas d'hormones sexuelles supplémentaires. Il faut parfois, par exemple le zinc, on sait que le zinc c'est un précurseur de la testostérone, donc quand on prend du zinc qui est un minéral, eh bien à ce moment-là on peut permettre la sécrétion des hormones sexuelles. Donc c'est plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Mais tous ces acides aminés dont nous sommes en train de parler, on les a dans l'alimentation finalement. On les a dans l'alimentation. Oui, on les a bien sûr. Et quand on les a pas, en fait, vous prenez des acides aminés, vous les avalez, ils vont être pris par le foie, on va faire des membranes ou des éléments de base, ça va aller dans les muscles, par exemple. Les muscles, c'est que des protéines. C'est pour ça qu'on mange le muscle des animaux. Qu'est-ce qu'on mange dans les animaux? On mange les muscles. Tout simplement parce que les muscles, c'est riche en acides aminés. Voilà. Et donc, mais il y en a aussi dans les céréales. Le problème, c'est qu'entre animal et céréales, il y a une différence, c'est les acides aminés essentiels. Par exemple, vous avez dans le blanc d'œuf, vous avez la référence de tous les acides aminés essentiels dans le blanc d'œuf. C'est pour ça que, d'un point de vue même légal, on a fixé la barre à 100. 100, c'est le blanc d'œuf. C'est celui qui a la référence en acides aminés. La viande animale, elle est au-dessus de la base 100. Les céréales, ils sont autour de 80, parce qu'ils n'ont pas tous les acides aminés essentiels. C'est pour ça que quand on est végétarien ou végétalien, ce qu'il faut, c'est associer différentes céréales, du pois avec du blé, et ainsi de suite, pour pouvoir compléter. Le problème, c'est que les céréales, c'est de l'amidon, et que donc, quand on fait ça, on prend beaucoup de sucre. Vous voyez, c'est pas si simple. Ce qui veut dire que, si je comprends bien, la protéine idéale, c'est le blanc d'œuf. C'est le blanc d'œuf. Ouais. Les sportifs ont raison, alors. Les sportifs ont toujours raison. De faire des omelettes que de blanc d'œuf, en fait. Exactement. Ouais, mais par exemple, vous savez, il y a beaucoup de choses. On dit il y a autant de protéines dans les lentilles que dans la viande rouge. En ce moment, alors ça c'est partout. Partout. Mais il y a autant de fer aussi. La seule différence, c'est que le fer des lentilles, il est absorbé à 5%, alors que le fer de la viande rouge est absorbé à 25%. Donc il faut faire très très attention à tout ça. C'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'il y a des étages et il faut qu'il y ait tous les étages qui soient cochés. Par exemple, une femme enceinte qui est végétalienne stricte, il faut qu'elle soit supplémentée en fer. Alors végétalienne pour tout le monde, c'est... Alors les végétaliens, c'est les gens qui ne mangent aucune protéine animale. Voilà, aucune protéine animale. Pas de poisson, pas d'œuf. Voilà, exactement. Et donc, le problème, c'est que un fœtus, son cerveau... Le fer est extrêmement important pour structurer le cerveau d'un fœtus. Donc il faut, quand on est végétalien, il faut compenser par des compléments alimentaires riches en fer. D'ailleurs, un enfant en croissance, est-ce qu'il peut s'alimenter de façon végétalienne? Il lui faut du fer.
toujours la même chose. Il a besoin de fer. Donc c'est dangereux quand même de faire un régime que végétalien pour un enfant. Vous savez, le choix du végétalisme, c'est un choix personnel, c'est un choix de conviction. D'accord ? Et il faut respecter cette conviction. Ce qu'il faut juste, c'est dire, en tant que médecin, il y aura moins de fer, moins de certains minéraux, il faut les compenser par des compléments alimentaires. Voilà, c'est tout. Et c'est possible. Et on arrive à avoir l'équilibre, en fait. On arrive à avoir l'équilibre, oui, on peut arriver à avoir l'équilibre. Mais en général, ce sont plutôt des personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, puisque déjà, elles ont des restrictions très fortes. Donc, elles comprennent que cette restriction volontaire et militante, et à juste titre parfois, il faut qu'elle soit compensée par des compléments alimentaires. Voilà, c'est tout. Alors les protéines, on les trouve où principalement ? Alors on les trouve dans les viandes animales, de la vache au mouton, en passant par l'agneau, le poulet, bien entendu le poisson, tous les poissons. Vous en avez aussi dans les fruits de mer, et vous en avez aussi dans les œufs. Mais vous en avez aussi dans les céréales, le blé, le maïs, les légumineuses aussi. Dans les légumineuses, vous avez des protéines. Donc en fait, il y en a. Alors, les légumineuses, ce sont les. Les légumineuses, c'est lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, petits pois. C'est en fait des aliments qui sont dans des coques. La fève, par exemple, les haricots, et ainsi de suite. Donc, et c'est très bien les légumineuses parce que non seulement elles ont de l'énergie avec l'amidon, elles ont des protéines, mais elles ont aussi beaucoup de fibres. Et les fibres, c'est très très bon pour la flore bactérienne intestinale, ça la nourrit et elle est contente. Parce qu'il faut que votre flore bactérienne soit toujours très contente. Alors je vais peut-être dire une énormité, mais est-ce qu'il y a des protéines dans les fruits ? Non, il n'y a pas de protéines dans les fruits. Et les fruits, ce qu'on appelle les fruits, les bananes, on peut en avoir un petit peu, mais c'est que dans les légumes aussi, il y a des protéines, un petit peu. Mais c'est pas la source de protéines. Les légumes, ce qu'on appelle les fruits à coque, alors. Fruits à coque, oui, bien sûr, les oléagineux, les noix ont des protéines. Dans les fruits, il y en a un petit peu, mais c'est pas dans le kiwi, vous allez avoir un peu de protéines, mais c'est vraiment c'est pas des sources de protéines. 2% ou à peine. Alors après, il y a les fromages. Oui, il y a des protéines dans le fromage, des protéines qui viennent du lait. Voilà, parce que dans les produits laitiers, il y a des protéines. C'est une grosse source de protéines. Ouais. D'ailleurs, les sportifs et les gens qui font de la musculation prennent souvent des protéines de lactosérum qu'on appelle le fameux whey. J'étais en train de vous parler du whey. Moi, j'ai découvert W-H-E-Y. Voilà. Alors, c'est des protéines de lactosérum. Quel est votre avis sur le whey ? Il y en a beaucoup qui le prennent en prise de masse, d'autres qui l'associent pour perdre du poids, docteur Alouche. Oui. Alors d'abord, il y a un effet très particulier des protéines, c'est un effet satiétant. C'est-à-dire que si vous prenez des protéines en début de repas, alors que paradoxalement on le prend souvent après l'heure d'œuvre, vous aurez un effet satiété plus important, parce que il y a eu de très beaux travaux qui ont été faits par l'équipe de Gilles Mithieu à Lyon, il y a maintenant un peu de temps. Et il a montré que si on prend des protéines en début de repas, 20 minutes après, les processus de satiété se mettent en route, parce que avec certaines protéines et certains petits peptides, vous avez les cellules intestinales, quand ça rentre dans l'intestin au bout de 20 minutes, qui vont sécréter de leur propre cytoplasme du glucose et aller dans le foie et provoquer la liaison foie-cerveau. Et voilà. Et le plaisir de recevoir le docteur Réginald Alouche qui est là avec nous en train de parler des protéines. Vous nous avez dit quelque chose de très intéressant avant la publicité, docteur Alouche, c'est qu'en fait, il fallait démarrer le repas avec les protéines. Ça veut dire qu'il faudrait démarrer par le plat ? Oui, en fait, si on peut démarrer par les protéines, en gros, si vous voulez, le bon démarrage, c'est quelques feuilles, une petite salade avec des tomates bien assaisonnées, et puis d'emblée les protéines. Parce qu'à ce moment-là, les protéines vont, au bout de quelques minutes, provoquer un sentiment de satiété, de rassasiement qui fera que le repas sera efficace. Mais attention, les protéines, il faut bien les mâcher. Il ne faut pas les gober. Voilà, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut de bonnes dents, donc faire attention à ses dents. Donc n'oubliez pas, un détartrage tous les ans au moins. Et puis, il faut mâcher lentement les protéines pour qu'ensuite le travail de votre intestin et de votre foie soit un travail qui ne le fatigue pas trop. Voilà. Donc ça, c'est une règle qui est assez intéressante. C'est quand on a faim, on commence par une petite... dans une salade, il y a quoi ? Il y a de l'eau, des minéraux et des fibres. Donc déjà, on commence à faire le premier matelas dans l'estomac, et puis après, on mange ces protéines qui vont être ensuite découpées, et avec les briques de base, vont être réutilisées. Voilà. Et les protéines, il faut qu'elles soient
Il faut qu'elle soit toujours à haute valeur nutritionnelle, c'est-à-dire que... Non, c'est pas ce que je voulais vous faire dire. Ah bon, vous voulez dire quoi? Ça, je voulais vous faire dire, mais après, il faut qu'elle soit... Allez-y. Je vous fais un geste pour voir si tamponner... Ah, tamponner, mais attendez, c'est autre chose, ça. Là, vous m'avez piégé, mais c'est pas... En fait, ce que ça veut dire... Ça veut dire quoi, oui? Ça veut dire simplement que le problème des protéines, c'est que quand elles sont métabolisées, elles vont acidifier. Elles vont faire de l'acide urique, des acides dans le sang. Et donc, il faut tamponner, ce qu'on appelle tamponner, c'est-à-dire mettre un système basique. Vous savez, il y a les acides et les bases. Voilà. Et donc, tamponner avec des bases, ça veut dire qu'on ne mange jamais de protéines sans légumes. Parce que les rois du tampon et du basique, ce sont les légumes. Donc c'est très important d'avoir cet équilibre entre les deux. Donc par exemple pour les grands sportifs ou des gens qui font de la musculation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui font de la prise de masse, eh bien il faut qu'ils mangent des légumes pour tamponner, pour éviter d'avoir trop d'acidité. Parce que c'est quoi l'acidité? En fait, quand on dit l'acidité, le sang ne devient pas comme l'acide chlorhydrique. Non, il va très légèrement être acide. Mais très légèrement être acide, vous savez, notre organisme, il est fait d'équilibre. Vous avez des articulations, par exemple. Dans ces articulations, vous savez, vous avez les os, vous avez des membranes, et puis vous avez entre les deux, vous avez de l'eau. Une espèce de... Cette eau s'appelle le liquide synovial. Ce liquide, il est fait à partir de quoi? Du sang. Donc si votre sang, il est très très légèrement acide, le liquide qui va être dans l'articulation, il va être un tout petit peu plus acide que d'habitude, et ça va faire mal, parce que c'est un peu acide. Vous voyez, c'est des bêtises, hein. Mais vous avez des gens qui se disent, tiens, aujourd'hui, je me suis levé, j'avais mal à l'épaule, puis le lendemain, ils ont mal aux genoux, et puis bon, alors le médecin, il dit, attendez, je comprends pas, alors on va chercher une polyarthrite rhumatoïde. Mais non, c'est tout simplement qu'il faut toujours équilibrer entre ce qui acidifie. Qu'est-ce qui acidifie? C'est féculents, protéines, produits laitiers. Qu'est-ce qui basifie, c'est-à-dire qui tamponne, qui empêche cette acidité? Eh bien, c'est les fruits et les légumes. Et un peu les oléagineux. Oui, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se charger trop en protéines et surtout pas toute seule. Voilà, exactement. On ne peut pas manger des protéines toute seule. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y a eu une grande époque des régimes hyperprotéinés où on ne mangeait que des protéines. Alors, sur le principe, on comprend, parce qu'en fait, ça permet d'avoir une bonne satiété, ça permet de garder sa masse musculaire, parce que quand vous ne mangez pas assez de protéines, où l'organisme va les chercher? Il va les chercher dans les muscles, il va faire diminuer vos muscles. C'est le problème du prisonnier mal nourri. Le prisonnier mal nourri... C'est-à-dire que paradoxalement, ça vous fait perdre des muscles. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Alors qu'on pense qu'on va gagner de la masse. Non. Je veux dire que si vous n'aviez pas de protéines, vous iriez les chercher dans vos muscles. D'accord. Donc en fait, vous auriez quelques soucis. C'est pour ça que les gens qui sont très mal nourris, ils ont un côté décharné, parce qu'en fait, ils ont perdu les muscles. Donc il n'y a plus de contenant dans la peau. Voilà. Et donc en fait, le problème, c'est que quand vous mangez trop de ces protéines, il faut absolument les tamponner. Mais à l'époque, dans les régimes hyperprotéinés, on interdisait même certains légumes. Donc en fait, les gens n'avaient pas suffisamment pour tamponner. Et avec quoi on tamponne, d'après vous, dans l'organisme? L'acidité, c'est les ions moins. C'est facile à comprendre. Et on tamponne avec des ions plus. Voilà. Qui est plus? Potassium, réservé au cœur, parce que sinon, si on n'en a pas assez, on peut avoir des problèmes. Calcium, pour les os. Et magnésium, pour l'humeur et une forme de bien-être. Donc en fait, qu'est-ce que va faire l'organisme? Il va pomper le calcium des os et il va pomper le magnésium, parce qu'il va protéger le potassium. Donc en fait, vous aurez toutes les conséquences d'une alimentation trop acide. Et on a une alimentation acide aujourd'hui. Beaucoup de produits laitiers, beaucoup de féculents, beaucoup de protéines. Et pas assez de légumes, pas assez de fruits. Voilà. Alors que bon, la communication des produits laitiers, notamment, c'est que ce sont des amis de la santé. Oui, mais ça, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup du microbiote. C'est la communication. Ouais. Bon, la communication, en général, le problème de la communication, surtout en médecine et en nutrition, c'est qu'elle prend un élément. Par exemple, prenez une bouteille de jus d'orange qui n'est pas dont la bouteille n'est pas foncée, n'empêche pas les rayons du soleil ou de la lumière. Bien, la vitamine C, on va vous dire plein de vitamine C, mais la vitamine C, au bout de 2 jours à la lumière, il n'y en a plus. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le problème de la communication, c'est qu'il faut qu'elle soit complète. Et c'est très difficile d'être complète. Regardez, vous me consacrez
quasiment 1 heure pour parler des protéines. Vous vous rendez compte? Si pour presque chaque aliment que vous allez choisir dans votre supermarché, il faudrait 1 heure pour comprendre. C'est très difficile. Lire une étiquette, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut, c'est apporter suffisamment de protéines. Alors, suffisamment de protéines, il y a une quantité définie, c'est 0,8 grammes par kilo et par jour. Alors, expliquez-nous ce que ça fait à peu près. Pour alors, si vous pesez 60 kilos, eh bien, si vous pesez 60 kilos, il vous faut 48 grammes de protéines par jour. Voilà. Donc, vous en avez... Alors, 48 grammes de protéines, vous avez dans un steak de 100 grammes, vous avez 20 à 25% de protéines. Donc, il vous faut un steak de 200 grammes pour avoir la quantité journalière. Mais vous les aurez aussi un peu par le pain, parce qu'il y a des protéines dans le pain. Vous en aurez aussi par certains légumes, par certains fruits, par d'autres choses. Voilà. Donc, vous pouvez, en général, on arrive aujourd'hui à compenser les problèmes de protéines. Attention aux personnes âgées. Vous savez, on avait fait une émission, j'ai adoré cette émission, vous savez, sur la séquestration splanchnique. D'ailleurs, j'avais un de mes confrères qui avait absolument raison, il m'a écrit, il m'a dit, tu sais, Réginald, on ne dit pas splanchnique, on dit splanchnique. Et il a absolument raison, donc je le remercie aujourd'hui, parce qu'il m'a aidé. Parce que moi, j'ai lu, parce que la séquestration splanchnique, on n'en parle pas tous les jours, si vous voulez, dans une carrière de médecin. Et en fait, c'est quoi la séquestration splanchnique? C'est que, comme vous savez, le tube digestif est l'organe qui vit le plus longtemps, puisque ce que je vous souhaite, si Dieu le veut, 120 ans pour vous, Philippe. Mais à 120 ans, vous aurez toujours un transit. Vous pourrez toujours avaler et avoir des selles. Voilà. Donc, c'est pourquoi? Tout simplement parce que le tube digestif, c'est l'organe qui vit le plus longtemps, qui est le plus solide, le plus anti-âge. Et pour ça, il y a un prix. Il vous prend 25% de vos protéines avant 60 ans. Il les garde pour lui, pour sa construction et sa reconstruction. Alors qu'à partir de 60 ans, même avant, même vers 55 ans, il en prend 50%. Donc qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Vous avez moins de protéines, donc moins de muscles. Donc à 65, 70 ans, vous êtes sur le canapé, il faut se lever, vous êtes essoufflé, vous ne comprenez pas. Vous devez monter 3 étages, vous êtes fatigué, vous ne comprenez pas. Tout simplement qu'à partir de 60 ans, il ne faut plus manger 0,8 grammes par jour et par kilo. Il faut manger 1,2 grammes par kilo et par jour. Et là où ça se complique, c'est qu'après 60 ans, comme vous le savez, on a souvent un certain dégoût de la viande. Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, mais on n'a plus envie. On a moins envie, moins de poissons, des choses comme ça. Et donc on prend moins de protéines, et c'est l'engrenage. Et après, on reste sur le canapé, on est fatigué, et à raison, on est vraiment fatigué, parce qu'on a moins de muscles. Pour la même, alors que le cerveau, lui, il se dit, mais je comprends pas, je pouvais faire ça avant. Voilà, donc il faut, augmenter sa ration de protéines, pour éviter ce qu'on appelle, ce que les gériatres décrivent comme la sarcopénie, d'accord, ça manque de protéines, et puis il faut bouger, il faut jardiner, sortir son chien, courir, faire de la boxe, danser, vivre. Mais c'est vrai que, alors ça c'est un message que vous développez depuis quelques temps, mais c'est important de dire, c'est que quand on vieillit, il faut manger, c'est à ce moment-là qu'on mange des protéines. Mais ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de la même quantité de protéines en fonction des âges, finalement. Non, exactement. C'est-à-dire qu'avant avant 60 ans, avant 55 ans, avec 0,8 par kilo et par jour, par kilo de poids et par jour, ça suffit. Mais après, ça suffit pas du tout. Et il faut s'en occuper. En plus, il faut du pouvoir d'achat, parce que la protéine, ça coûte cher, par définition. Ça coûte plus cher, oui. Bah oui, la bonne viande, le bon poisson, le bon poulet, les bons œufs. Voilà, donc c'est un vrai problème. Hein. Donc voilà, il faut y penser. Et il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Hein, on est dans son canapé, on a 69 ans, 70 ans, on se lève, on est fatigué. C'est normal, c'est que vos muscles ont fondu. Donc le plus gros muscle, vous savez lequel c'est le quadriceps, celui de la jambe. C'est le plus gros. Eh ben, quand il a fondu, il a diminué de 20 à 25%, ben, vous allez le sentir quand vous allez vous soulever. Quand vous accroupissez, quand on s'accroupit à 20 ans, on s'accroupit, on se relève, pouf, comme une fusée. Quand on en a 60 ou 65, on se tient. Pour se relever. Pour se relever, oui. Voilà. Donc ça, c'est protéines. C'est protéines et exercice. En fait, la garantie de la longévité de l'anti-âge, on lit beaucoup de choses sur l'anti-âge et sur choses. La vraie garantie, c'est le muscle. Voilà, c'est l'exercice. Et on peut faire du muscle, et c'est ça qui est important, jusqu'à la fin. Ah, mais à 70 ans, ça a été publié, on peut faire du muscle. On peut continuer à mais vous savez que quand vous faites de l'exercice, souvenez-vous, on l'a dit 10 fois ici, et je l'insiste, on fait de l'hormone de croissance quand on fait de l'exercice. Quand on fait de l'hormone de croissance, si on amène du sang dans le cerveau, eh bien le cerveau avec l'hormone de croissance, il va faire de nouveaux vaisseaux, il va faire des nouveaux neurones.
parce qu'il va apporter des matières nutritives pour faire des neurones. Donc en fait, parce que le cerveau, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on dit souvent, la légende urbaine, c'est après 20 ans, on perd tant de millions pas du tout. Je veux dire, le cerveau, il est comme le foie, voilà, parce que pas de cerveau, pas de foie, pas de vie. Oui, au début, on pensait qu'on avait un certain nombre de neurones, voilà, et qu'on les perdait, et qu'on les perdait. Voilà. Comme le dirait le docteur Alouche, faites travailler vos triceps. Voilà. Le fameux triceps. Voilà. Tout le monde le sait maintenant. Non, pas encore. Faudil Bellamri, qui réalise cette émission, ne sait pas encore ce qu'on peut faire avec les triceps. Je suis sûr qu'il le sait. Non. Il faut le rappeler. Le triceps, c'est donc... Alors, le triceps, c'est un muscle, c'est celui-là. C'est un muscle qui a une caractéristique très particulière. Alors, quand vous dites celui-là, on est à la radio, donc vous le montrez, mais il faut expliquer. Ah oui, alors excusez-moi. Oui. Vous avez bras, avant-bras et main. Donc là, c'est bras. C'est-à-dire, après la jonction de l'épaule, vous avez ce qu'on appelle le bras. Eh bien, derrière le bras, vous avez ce muscle qui souvent est un problème parce que, comme il n'est pas développé, il y a un peu de peau qui pend, surtout après 50 ans. Et ce muscle, il a une particularité, c'est que lorsque vous le contractez, donc par exemple, lorsque vous faites du crawl, lorsque vous faites en boxe le coup droit, par exemple, vous faites des pompes, et ben à ce moment-là, vous allez activer ce muscle. Et ce muscle a une particularité, il ne brûle que du sucre. Et il est en lien avec le pancréas. Et donc, il va aider le pancréas, et donc il va aider aussi le foie pour brûler du sucre. C'est merveilleux, non? Voilà, et le docteur Réginald Alouche est notre invité jusqu'à 13h, avec qui nous parlons aujourd'hui des protéines. Et je voulais voir avec vous, docteur Alouche, parce que j'ai vu pas mal d'articles, notamment au Canada, sur l'intérêt d'associer des protéines dans la gestion du prédiabète et du diabète. Oui. Alors, déjà, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait la distinction entre les protéines animales et les protéines végétales. Oui. Les protéines, est-ce que ça a une incidence sur notre glycémie ? Alors, ça a une incidence directe et indirecte. Alors, l'indirect, c'est que quand on mange des protéines, on a une meilleure satiété, on va donc avoir moins tendance à manger des féculents. Parce que les féculents, je vous rappelle, quand on est prédiabétique ou diabétique, les féculents, ce sont des amidons. Et les amidons, ce sont des glucoses attachés, beaucoup, des milliers, des millions. Et donc, on va avoir tendance à les utiliser ou pas, et donc à les stocker. Donc ça, c'est une liaison indirecte. Et puis aussi, les protéines vont augmenter le métabolisme. C'est-à-dire que quand on a une bonne masse musculaire, parce que les acides aminés vont aller, bien entendu, augmenter la masse musculaire, à ce moment-là, on va augmenter son métabolisme de base. Alors, métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est votre empreinte carbone. C'est-à-dire ce que vous brûlez par jour pour rester en vie. C'est-à-dire au repos. Au repos. C'est ça. Au repos, vous brûlez au repos 30 calories par kilo et par jour. Voilà. Donc vous pouvez savoir quel est votre métabolisme de base. Donc voilà, en dehors de la graisse. Donc le métabolisme de base, c'est 30 fois le poids de votre ce qu'on appelle la masse maigre. C'est-à-dire... Ah oui, parce que quelqu'un qui fait 100 kilos, il ne brûle pas 3000 calories, c'est son métabolisme, mais pas 3000 calories. Oui. Donc la meilleure façon de faire, vous achetez une balance à impédance métrie. Cette balance va vous donner la différence entre la masse maigre, c'est-à-dire muscle, squelette, organes, et la masse grasse, qui est le gras. Voilà. Et donc, c'est la balance entre les deux. Donc, quand vous avez la masse maigre, en kilos, parce que parfois des balances le donnent en pourcentage, donc il faut faire la conversion. Quand vous l'avez en kilos, vous multipliez par 30, et vous savez quel est votre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'il vous faut pour rester en vie. Voilà. Enfin, quelqu'un m'explique simplement ce que c'est que le métabolisme de base. Et après, vous avez le métabolisme total. Ouais. Le métabolisme total, c'est le métabolisme de base, plus le métabolisme lié à la digestion. En général, 10% de ce que vous dépensez dans votre métabolisme de base sert à la digestion. C'est pour ça qu'on élève la température, parce que pour digérer, on élève la température de l'abdomen, du tissu digestif, pour pouvoir faire la digestion. C'est pour ça que avant, on interdisait aux gens d'aller se baigner dans une eau froide après le repas. Mais pendant des années, on nous disait ne va pas te baigner, attends d'avoir digéré. Alors vous savez pourquoi? Tout simplement parce que comme vous élevez votre température pour digérer, surtout si vous avez par exemple fait un repas un peu riche, à ce moment-là, le choc thermique entre votre abdomen qui a une température plus élevée que la normale et l'eau froide fait que le diaphragme, c'est-à-dire ce qui vous permet de respirer, se bloque. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus respirer. Et même dans une eau à 50 cm qui ne vous submerge pas, vous tombez et vous pouvez vous noyer. Voilà. Donc, alors, la meilleure façon, quand on veut vraiment se baigner,
c'est de rentrer tout doucement et de masser son ventre avec l'eau, de commencer à faire d'éviter le choc thermique. Mais vous avez les mêmes chocs thermiques. Hein. Par exemple, la personne qui se lève à 1h du matin qui a soif et qui va prendre de l'eau dans le frigo. Son estomac, il est à 37 degrés, il est bien chaud, il a une nuit, il a la couverture, là, puis vous lui mettez une eau à 10 degrés ou à 5 degrés ou à 6 degrés. C'est un choc thermique. Et l'organisme, il adore la routine, il a horreur des chocs. Donc il faudrait boire à température ambiante. Exactement. Ou si vous avez que de l'eau glacée, à ce moment-là, vous le mettez dans la bouche et vous fermez. Voilà, vous la remettez en température et vous l'avalez. Je suis désolé, hein, c'est la radio. Non, mais là, il y a eu le bruit. Il y a eu le bruit. Donc tout le monde a pu imaginer le docteur Alouche. Voilà, exactement. Et vous buvez cette eau. Bon, il y a toujours une solution, en fait. Vous mangez de la viande. Voilà. Quel est l'impact de la viande sur votre glycémie? Voilà. Est-ce que ça bouge ou pas? Ce métabolisme de base qui va augmenter parce que vous allez faire du muscle, à ce moment-là, vous brûlerez beaucoup plus facilement le sucre, même à l'arrêt, même en dormant. C'est ça qui est merveilleux. L'exercice physique, si vous voulez, et le fait de manger suffisamment de protéines pour faire des muscles, c'est pas ça qui fait maigrir. Ce qui fait maigrir, c'est le fait que vous allez plus brûler à l'arrêt. Donc ça va vous éviter de reprendre le poids que vous aurez perdu. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc, ce qui veut dire que les régimes protéinés ou même hyperprotéinés ne fonctionnent pas parce qu'on mange beaucoup de protéines, ils fonctionnent parce qu'on brûle plus. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, non, on mange moins quand même, parce que quand on mange que des protéines, on mange beaucoup moins en calories. Beaucoup moins. On n'a plus de glucides. On n'a plus de glucides complexes comme les amidons ou les légumineuses. On mange moins de fruits. On mange donc globalement les régimes hyperprotéinés sont des régimes qui font à peu près entre 600 et 900 calories. Voilà. Donc ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, ce qui n'est pas beaucoup. Pas beaucoup puisque je rappelle qu'un gramme de protéines c'est 4 calories. Mais vous savez les calories, bon. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, vraiment. Non, franchement, de compter les calories. Je ne sais pas pourquoi ça en a eu un, mais... C'est un peu comme les sucres rapides et les sucres lents. Voilà, ça ne veut rien dire. C'est des modes. Alors, bon, on parle de protéines végétales et de protéines animales. Vous avez parlé des lentilles tout à l'heure et de la quantité de lentilles qu'il fallait absorber pour avoir l'équivalent de 150 grammes de viande rouge. Oui. Donc... pour le faire. Pour le faire. Parce pas que, pour les protéines. Pour les protéines, elles ont une valeur nutritionnelle inférieure puisque c'est des protéines végétales. En gros, je reprends le fil. Le blanc d'œuf, c'est la référence en acides aminés essentiels. Je vous rappelle, les acides aminés essentiels sont des acides aminés qu'on est obligé d'avoir par l'alimentation parce qu'on ne peut pas les recréer. Vous ne pouvez pas aller manger vos muscles, en gros, pour les recréer. Il faut qu'ils viennent de l'extérieur. Donc, il y a la base 100, c'est le blanc d'œuf. Voilà. Au-dessous, c'est des protéines végétales, elles sont à 80. Et au-dessus, c'est les protéines animales. Voilà. Donc, quand vous ne mangez que des protéines végétales, il faut en manger de plusieurs types, parce qu'il y en a une qui va avoir tel acide aminé essentiel en petite quantité, l'autre un autre truc. Donc, en croisant les deux ou les trois, eh ben, on va retrouver la possibilité. Donc, on peut très bien faire un régime équilibré et avoir un régime alimentaire. Je ne parle pas de régime restrictif, hein, mais un régime alimentaire équilibré en acides aminés, si on est végétarien ou végétalien, si on associe les protéines végétales. Mais on n'est pas obligé d'augmenter les quantités. On n'est pas... En tout cas, pour avoir l'équivalence. Non, parce qu'en général, on mange beaucoup plus. Les quantités de féculents sont en général supérieures aux quantités de viande, souvent. Donc, c'est pas un problème. Pas un problème. Voilà. Mais il faut le savoir. On ne peut pas uniquement manger du riz, quoi, en gros. Du riz. On ne peut pas uniquement manger du pain. On ne peut pas uniquement manger des pommes de terre. Voilà. Il faut croiser tout ça pour qu'on ait des protéines, les acides aminés essentiels. Voilà. Donc, la viande, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit ce matin, docteur Alouche, c'est vouloir régler la question du diabète, du prédiabète et du poids en faisant des régimes protéinés, ça n'a pas de sens. C'est pas que ça n'a pas de sens, c'est qu'en fait, c'est une partie de la réponse. L'autre partie, c'est de diminuer une partie. Alors, je sais que je vais faire hurler beaucoup de mes confrères, mais c'est de diminuer les sucres complexes de type féculent. Moi, j'ai toujours considéré qu'une personne diabétique, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses sucres. Alors, à moins qu'elle se transforme du jour au lendemain en sportive de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle va brûler tout ce qu'elle mange en trop de ces sucres qui sont stockés, eh bien, je ne pense pas que leur amener systématiquement des sucres à midi et le soir, comme je le vois dans beaucoup de recommandations, va les aider. Ils peuvent très bien remplacer les féculents par des légumineuses. Pourquoi ? Parce que les légumineuses n'ont pas les mêmes amidons, souvenez-vous, que
les féculents. Les féculents, il y a 2 types d'amidon, l'amylose et l'amylopectine, vous vous souvenez. L'amylose, c'est une structure en une forme d'hélice, comme ça, avec le glucose tout attaché. Et donc, il faut du temps pour le découper, pour manger. Alors que l'amylopectine, c'est comme un arbre fruitier. Et on peut prendre les glucoses, les fruits, et les utiliser tout de suite. Un exemple, la pomme de terre, c'est 80% d'amylopectine. Donc, son index glycémique sera beaucoup plus élevé qu'une légumineuse qui a, elle, 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. Et surtout, beaucoup plus de fibres. Beaucoup plus de fibres. Donc en fait, malheureusement, les légumineuses, si vous voulez, les Français en ont tellement mangé pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elles ont une image déplorable. Et elles sont pas chères en plus. Donc alors elles ont un défaut, c'est que comme elles ont beaucoup de fibres solubles et insolubles, les insolubles, ça fait ballonner. Donc on sait très bien quand on mange des faillots, des haricots, des lentilles, on en mange trop, on est ballonné. Mais on n'est pas obligé d'en manger trop. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les consommations qu'on vous préconise sont des consommations qui ont été constatées, qui n'ont pas été évaluées scientifiquement. Quand on vous dit qu'il faut 50 à 55% de sucre, de glucides, qu'ils soient simples ou complexes, c'est ce qu'on avait constaté chez les Français dans les années 50-60. Le Français des années 2020, c'est pas vraiment le Français des années 50-60. Pas du tout. Il fait pas la même chose. Il a les transports en commun, la voiture, le chauffage. Il commande ses repas. Il va pas les chercher. Il fait plus ses courses. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout la même chose. Hein. Donc voilà. Donc à quoi sert de gaver les gens avec des sucres de ce type-là, de féculents, alors que franchement, ils ont aucune raison de les brûler, sauf s'ils écoutent vos émissions, parce qu'on fait l'apologie de l'exercice physique 2 fois ou 3 fois par semaine, parce que c'est ça la meilleure garantie. Aujourd'hui, le meilleur médicament sans aucun effet indésirable, je dis bien sans aucun effet indésirable, et le moins cher, c'est l'exercice physique. Le problème, c'est qu'on vit dans des villes où on a oublié. Alors, on nous casse les pieds toute la journée avec la circulation, le machin. La réalité, c'est qu'on a oublié surtout que l'homme a des muscles. Et que s'il ne se sert pas de ses muscles, parce que nous sommes les petits arrière-petits-enfants des chasseurs. Avant, on se faisait manger si on ne courait pas. Donc, et là, on ne court plus. Alors, je voulais qu'on revienne sur la whey pour terminer, parce qu'il y a énormément de questions qui arrivent sur la whey, qui est très popularisée, très utilisée par les sportifs et par ceux qui veulent perdre du poids. Donc, globalement, est-ce qu'il y a des contre-indications à prendre de la whey ? Il y a quelques contre-indications. D'abord, la whey, ça vient quoi? Ça vient du lactosérum. Lactosérum, c'est, vous savez, quand on prend un yaourt, c'est ce petit jus blanc là, qui est au-dessus. Buvez-le. C'est là où il y a le plus de protéines. Et les meilleurs. En général, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vide. Exactement. Le premier truc qu'on fait, c'est... Et d'ailleurs, la whey, ça vient d'une filière industrielle qu'on appelle la filière de la valorisation des produits de l'industrie du lait. Parce qu'en fait, quand on traite le lait, on fait du fromage, on fait des yaourts, on fait les industriels qui sont des gens intelligents, se disent, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? En général, on le mettait dans l'égout. Ou on le donnait aux bêtes. Et bien ça, on a fait le lactosérum, on l'a mis sous forme de poudre et on en a fait le fameux whey, qui est une protéine à très haute valeur nutritionnelle. Le problème, il est simple, c'est que si on en mange trop, on revient sur l'acidification de votre sang, c'est-à-dire que c'est trop acide. Si vous avez des tendances à faire des calculs au niveau des reins, eh ben c'est quoi l'acidité? Quand le rein va voir arriver un sang acide, eh ben qu'il a une tendance à faire des calculs, il va en faire encore plus. Donc d'où les contre-indications qui sont liées aux gens qui ont des familles de polykystose rénale et ainsi de suite. Voilà. Donc ce qu'il faut, quand vous faites ça pour faire de la masse, mangez des légumes avec, parce que c'est eux qui vont tamponner l'acidité de ces protéines. Docteur Réginald Alouche. Alors vous réécouterez cette émission en podcast, elle se réécoute très bien sur beurrefm.net, allez sur notre site internet et puis vous pourrez les réécouter sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on y répondra dans d'autres émissions. Exactement. Si vous souhaitez justement qu'on aborde des thèmes d'émission, vous êtes les bienvenus. Docteur Alouche répondra à toutes vos remarques. Merci Docteur Alouche. Merci de m'avoir invité. D'avoir été là avec nous aujourd'hui et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.